Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, le cours va porter sur une période historique que l'on nomme la Renaissance. Et cette période historique, dans le fond, elle est très importante pour comprendre ce qui va advenir par la suite et pour étudier le premier philosophe qui se nomme René Descartes. Ok, alors, première chose importante. La Renaissance, ça se situe entre quelle date et quelle date. Grosso modo, les historiens vont faire varier les dates, mais on peut dire que ça va environ du 13e siècle au 17e siècle. Alors si vous préférez, grosso modo, dans les années 1200, aller jusqu'aux années 1600, etc. Et la Renaissance, c'est une période charnière entre le Moyen Âge et ce qu'on appelle l'époque moderne. Et vous allez voir que René Descartes, dans le fond, il est à la frontière entre la Renaissance et l'époque moderne. Et les autres philosophes que nous étudierons au travers de la session, vont tous poursuivre sur la voie de Descartes, ils vont poursuivre dans l'optique de Descartes en étant pour ou contre, mais donc ils vont, si vous voulez, s'incarner, s'illustrer pendant l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui. Alors, première chose très importante, il est vraiment, à quelque part, très absurde de donner une date fixe pour illustrer l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité. Il y a des historiens qui vont faire commencer la Renaissance avec, par exemple, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et vous devez connaître certainement la date de la découverte de l'Amérique, c'est 1492. Il y en a d'autres qui vont la faire débuter avec l'invention de l'imprimerie. Il y en a d'autres qui vont la faire débuter, grosso modo, avec la révolution copernicienne. D'autres, à travers des changements sociaux et politiques qui se passent à la fin du Moyen Âge, etc., etc. Donc, il n'y a pas une date fixe pour illustrer le moment X où débute la Renaissance. C'est un ensemble de modifications, de changements, de révolutions dans toutes sortes de domaines qui, lorsqu'on regarde après coup, nous indique qu'il s'est produit dans cette période quelque chose de vraiment important qui va changer, si vous voulez, les idées, les manières de faire, etc., des êtres humains d'avec ce qui précédait. Donc, ça constitue une période révolutionnaire, mais qui s'étend sur une longue période. Et donc, aussi, il faut comprendre que c'est absurde. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les hommes et les femmes qui vivent, par exemple, au 13e, au 14e, au 15e siècle, ils ne savent pas qu'ils sont dans la Renaissance. Okay? Le mot n'existe même pas à leur époque. Okay? Personne qui dit « Hey, aujourd'hui, c'est la Renaissance ». C'est absurde. C'est nous qui venons après coup, qui étudions l'histoire, qui regardons, si vous voulez, à vol d'oiseau l'histoire et qui remarquons qu'il s'est produit des changements importants et nous disons « Ouais, il se passe quelque chose là et on va appeler ça, la Renaissance ». OK. Alors, imaginez que vous êtes un farmer, un fermier si vous préférez, je sais pas, moi, près de la Forêt-Noire, en Allemagne, en 1400, etc. Si vous vous couchez, le 31 décembre au soir, en 1400, près de la Forêt-Noire, en Allemagne, et que vous êtes un farmer, quand vous vous levez le 1er janvier, vous vous dites certainement pas « Ouais, là, je le sens, il se passe de quoi? C'est la Renaissance. » Vos journées se suivent et se succèdent et se ressemblent et vous n'avez aucune idée qu'il est en train de se produire quelque chose de fondamental qui fait que dans 300-400 ans, les hommes vont regarder l'histoire et vont dire « Ouais, ça c'est quelque chose d'important, c'est la Renaissance. » Bien sûr que c'est absurde. Faites la même hypothèse de lecture, si vous voulez, en imaginant ce que les hommes vont dire de notre époque dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 1500 ans, à supposer qu'il restera encore des êtres humains. Ils vont peut-être, à regarder l'histoire, puis dans leur cours, dire, le 20e siècle, le 21e siècle et le 22e siècle, c'est la période Apple. Okay? Et là, ils vont appeler ça la période Apple. Tout le monde comprend pourquoi j'utilise le mot Apple, j'imagine. Okay? À quelque part, c'est absurde parce que de 1900 à aller, par exemple, à 2200, pour nous qui vivons, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, etc. Mais eux, ils vont tout prendre cette période-là et vont dire, voilà, c'est la période Apple. Il y a quelque chose, justement, toujours de délicat et d'absurde à faire ça parce que les choses sont, encore une fois, toujours plus complexes et raffinées que tout simplement de plaquer un nom sur une période historique. Donc, la Renaissance, c'est un moment historique où, après coup, les êtres humains disent « Oui, il est vrai qu'il s'est produit beaucoup de choses et qu'il y a en quelque sorte, d'un point de vue historique, un avant et un après ».
L'une des révolutions extrêmement importantes de la Renaissance, c'est la révolution copernicienne. Alors vous allez voir pour la suite du cours que cette révolution, elle est fondamentale pour comprendre pourquoi René Descartes va élaborer sa philosophie. On peut dire sans se tromper que sans la révolution copernicienne, la philosophie de Descartes n'aurait jamais vu le jour, ou en tout cas, elle aurait été quand même très différente, parce que cette révolution va venir bouleverser les conceptions de beaucoup de choses, de la place de l'homme dans le monde, de ce qu'est le monde lui-même, de comment fonctionnent les choses, de toutes sortes de grandes questions philosophiques. Et il faut absolument comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette révolution pour bien entrer dans la philosophie de Descartes. On peut bien sûr rentrer dans la philosophie de Descartes sans comprendre la révolution copernicienne, sans la connaître même, mais ça nous aide énormément pour saisir qu'est-ce que Descartes a à l'arrière-plan dans l'esprit. Alors, en quoi consiste exactement cette révolution? Cette révolution va être opérée par deux grands personnages de l'histoire, Nicolas Copernic, que vous voyez ici, et Galileo Galilei, qu'on appelle communément Galilée. Vous voyez les dates, 1473, 1543 pour Copernic, 1564 et 1642 pour Galilée. Donc, vous verrez que Descartes, il va être un contemporain de Galilée, c'est-à-dire qu'il va vivre au même moment que lui. Galilée est plus ancien, il va mourir avant, mais les deux, si vous voulez, foulent le pas de la Terre en même temps pendant une certaine période. Alors, ils ne se connaissent pas en particulier, ils ne se sont pas rencontrés, mais Descartes va être bien au courant de ce qui se produit avec les théories de Galilée et ça va énormément l'influencer. Vous avez ici une représentation de Galilée qui est assez classique, c'est elle qu'on retrouve fréquemment dans les œuvres. Vous avez ici une autre illustration de Galilée. Et si vous êtes des fins observateurs, vous avez sans doute remarqué déjà qu'il semble y avoir un rapport entre cette révolution et l'observation du ciel. Et c'est effectivement le cas. C'est une révolution en astronomie. Alors, qu'est-ce que l'astronomie? L'astronomie, ça vient du grec astronomos et ça signifie la loi des astres. Parce que astre, astro, ça signifie grosso modo étoile et nomos, on peut le traduire par loi. Donc, l'astronomie, c'est la loi des astres. Donc, c'est la volonté d'expliquer comment fonctionne le monde du ciel, comment fonctionne le déplacement des étoiles, comment fonctionne la Lune, pourquoi même il y a une Lune et un Soleil, blablabla, blablabla. On peut dire, grosso modo, que c'est de la physique des astres. Alors ça, c'est un autre concept qui est important. Il y a 2-3 concepts à clarifier tout de suite et à mettre les choses, pour mettre les choses en perspective. Donc, on parle d'astronomie. Tout le monde comprend tout de suite que ce n'est pas de l'astronomie en un sens d'astrologie. Okay? L'astrologie, c'est Madame Coucou les nuages. Okay? Non, l'astronomie, c'est, même si elle va être fausse, c'est quand même une science sérieuse. Les hommes qui produisent l'astronomie observent vraiment de façon rigoureuse, avec les moyens qu'ils ont à l'époque, le déplacement des étoiles et le fonctionnement du ciel. Ce sont véritablement dans l'âme des scientifiques. Ils sont rigoureux. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler que les Aztèques, les Chinois et plusieurs autres peuples ont élaboré des cartographies du ciel et des lois sur le fonctionnement des éléments dans le ciel. Alors, même s'ils vont avoir tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises intentions, qu'ils ne sont pas bons. Ils sont de vrais scientifiques. Alors, physique en grec, ça veut dire, ça vient de physis et grosso modo, ça signifie nature. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand vous avez des cours de physique, ou si vous voyez quelqu'un qui étudie en sciences physiques, ou ce genre de trucs-là, grosso modo, c'est facile à comprendre. La science physique, c'est la science de la nature. Des fois, dans notre vocabulaire français contemporain, on parle de sciences de la nature, des fois de sciences physiques. Mais grosso modo, si on renvoie au terme, ça renvoie exactement à la même idée. C'est quelqu'un qui s'intéresse à savoir comment fonctionne la nature, et plus particulièrement ici, l'astronomie s'intéresse à la nature des étoiles, des astres. Voilà. Donc la révolution copernicienne, ce sera une grosse révolution dans la compréhension du fonctionnement du ciel. Il y a un autre point important à saisir tout de suite. Je vais utiliser dans le PowerPoint, souvent quand je vais parler, je vais utiliser le concept d'univers. Puis en général, dans votre esprit, j'imagine que univers, ça renvoie justement aux étoiles, aux galaxies, au Big Bang, etc., etc. C'est exact,
Mais vous allez comprendre tantôt pourquoi à l'époque de Copernic et avant, on ne parle pas d'univers. Vous allez saisir pourquoi on va se mettre à parler du concept d'univers. Et en fait, ça va apparaître à partir de Galilée. Ça sera justement à cause de la révolution copernicienne. Et donc, la révolution copernicienne est une révolution dans la science du ciel. Parfait. En quoi consiste maintenant cette révolution? Alors, ce que je vais m'attacher à faire à partir de maintenant, c'est d'essayer de vous faire voir comment les anciens, donc ceux qui venaient avant Galilée, comment est-ce qu'ils comprenaient le ciel? Quelle vision, grosso modo, on n'ira pas dans tous les détails bien sûr, mais quelle vision d'ensemble ils avaient du cosmos, de l'univers si vous préférez. Okay? Et qu'est-ce qui va changer? Voilà ce qu'on va grosso modo faire pour comprendre la révolution copernicienne. Alors, la révolution copernicienne, dans son essence, c'est le passage d'un modèle du cosmos qu'on nomme le géocentrisme à l'héliocentrisme. Alors, géocentrisme, géo, ça signifie terre, et donc centrisme, centre. Dans l'ancienne conception de l'astronomie, la Terre est au centre du cosmos. Et le Soleil tourne autour de la Terre, et les étoiles, et la Lune, et tout ça, ça danse en tournant autour de la Terre. C'est merveilleux. L'héliocentrisme, hélios, ça signifie soleil. C'est donc quand on place le soleil au centre du cosmos. Et ça, c'est, si vous voulez, un mouvement qui transforme énormément de choses. Vous allez voir que s'il fallait qu'une révolution comme celle-là se produise aujourd'hui, il serait, je pense, pas faux de dire que si vous compreniez bien ce que ça représente et ce qui est en train de se produire, qu'il y a de fortes chances que vous seriez projeté dans une angoisse existentielle. C'est-à-dire que vous allez sans doute perdre tous vos repères et vous poser des grandes questions philosophiques, du genre « qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je signifie dans ce cosmos? » Parce que ça va opérer, dans le fond, le déplacement entre un monde qu'on comprend bien, ce qu'on pourrait appeler un monde familier, vers un monde incompréhensible et un monde étranger. Et c'est dans ce déplacement de la familiarité vers l'étrangeté que Descartes va élaborer sa philosophie pour tenter de donner des bases solides aux connaissances nouvelles et de bien organiser justement ces nouvelles connaissances. Parce qu'on peut dire que le passage de l'un à l'autre va produire un chaos assez important dans la science. Une chose qui est importante aussi de comprendre, lorsque cette révolution se produit, il ne faut pas prendre en considération, ou plutôt considérer, que toute l'humanité est en train de saisir ce qui se passe. Placez-vous à l'époque, on est en 1600 quelques. En 1600 quelques, les moyens de communication sont extrêmement limités. Alors, si Galilée, par exemple, élabore sa théorie sur l'héliocentrisme, vous pouvez être certain que la grande majorité des êtres humains n'en sauront rien avant très longtemps. Galilée ne peut pas envoyer un texte à quelqu'un qui va après ça le mettre, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et puis là, très vite, les masses médias s'en emparent et font « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse révolution qui est à l'œuvre, ça n'a pas de bon sens, ça vient tout bouleverser notre conception du monde. » Bien sûr que c'est pas possible en 1600, et donc il y a quelques personnes qui en sont conscientes au début, et souvent ce sont des scientifiques, bien sûr, qui s'intéressent à ces questions, mais tranquillement, pas vite, ça va s'étendre, et la grande majorité, c'est même pas vrai, la majorité des hommes aujourd'hui sont conscients que c'est le Soleil qui est au centre, en tout cas de notre système planétaire, pas du cosmos, mais c'est pas grave, et que la Terre n'est pas le centre. Mais vous savez qu'il y a encore aujourd'hui constamment des rapports qui sont effectués par des firmes de sondage qui vont appeler différentes personnes à gauche et à droite pour voir si les gens sont bien conscient de ça. Or, encore aujourd'hui, il y a des rapports qui montrent que près de 40% de la population américaine n'est pas consciente que c'est le Soleil qui est au centre du système planétaire et qui considère, par exemple, que le Soleil tourne autour de la Terre.
Alors que depuis Galilée et Copernic, on a des bonnes bases pour comprendre que c'est pas du tout le Soleil qui tourne, excusez-moi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est assez hallucinant. Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire dans le savoir. Mais bon, allons-y. Vous avez compris, la Terre, elle est au centre pour les anciens et le Soleil tourne autour. Chose assez facile à saisir, hein? Est-ce qu'ils étaient des idiots? Est-ce parce qu'ils étaient un peu débiles ou qu'ils mangeaient pas assez de carottes, qu'ils comprenaient pas cela? Ben absolument pas, hein? Parce que je suis certain que si je demande à n'importe quel enfant qui n'a pas de notion de physique des astres, hein, est-ce que le Soleil il tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Spontanément, n'importe quel enfant va vous répondre que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ben pourquoi? Ben il va te répondre, hein? Ben check. Okay, regarde dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Le matin, le soleil se lève, et il monte, à midi, il est en haut, et regarde, on le voit se coucher. Hein, il se couche. Se coucher, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes debout, puis qu'à un moment donné, vous vous déplacez dans l'espace, et que vous êtes rendu dans une autre position. Et donc, si moi je suis assis ici, je regarde quelqu'un se coucher sur le matelas ou sur le lit, ben c'est pas moi qui fais le mouvement, c'est la chose que je regarde qui se déplace. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus compréhensible. En fait, d'un point de vue, disons, naturel, c'est plutôt l'inverse qui est étrange. Quelqu'un qui dirait, non, c'est la Terre qui tourne. Ah oui, c'est vraiment weird de se mettre dans cette perspective. Et c'est ce que Copernic et Galilée vont faire. Ils vont démontrer qu'on a une mauvaise perspective sur notre manière d'envisager le mouvement des astres. Or, quand on comprend cela, il faut aussi comprendre que si on place la Terre au centre du cosmos, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec. Dans les théories de l'ancienne conception de l'univers, il n'y a pas simplement cela. Il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut saisir tranquillement pour comprendre ce qui va justement advenir par la suite. Alors, je vais vous lire ce petit passage ici et on va, bien sûr, pas tout décortiquer, mais regarder encore une fois, grosso modo, en quoi consiste le monde des anciens. Alors, j'y vais, je lis. Malheureusement pour l'astronomie, une petite ville nommée Athènes prenait progressivement le contrôle du monde grec, étouffant les tentatives prométhéennes de compréhension de l'univers. OK, prométhéenne, qu'est-ce que ça signifie, ce qualificatif ici? Prométhée, c'est un personnage de la mythologie grecque et je ne vais pas m'attarder là-dessus longtemps, mais Prométhée, il va opérer des modifications gigantesques dans l'ordre du cosmos, parce que Prométhée, grosso modo, c'est le titan qui va donner le feu aux hommes et c'est ce qui fait que nous ne serons pas annihilés ou détruits par Zeus qui nous avait laissés sans ressources sur la Terre pour la mort. Okay? Et donc, c'est un synonyme de gigantesque. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que généralement, on va dire Athènes, ce qui se passe à Athènes au 5e, 4e, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est phénoménal parce que Athènes, on va souvent appeler ce moment le miracle grec, c'est une espèce de berceau de la science pour l'humanité parce qu'on va faire des révolutions dans toutes sortes de domaines et révolutions qui sont encore présentes aujourd'hui. Okay? Donc, vous avez par exemple Pythagore. Qui n'a jamais travaillé avec Pythagore 2500 ans après? Vous allez avoir Socrate, vous allez avoir Platon, bien sûr, mais vous allez avoir des révolutions dans la médecine. Okay? Le serment d'Hippocrate, ça vient de cette époque. Vous allez avoir des révolutions dans le monde de l'art, les canons esthétiques de la beauté pour la forme humaine, qu'on utilise encore et qu'on enseigne encore aujourd'hui, ça vient de là. Des révolutions dans la musique, des révolutions dans toutes sortes de choses. C'est l'invention de la démocratie. Et je pense que vous avez compris que c'est encore important aujourd'hui. Ça vient de là. Mais pour l'astronomie, il va se produire quelque chose de dommageable. Alors, la personne dit, en 432 avant Jésus-Christ, Anaxagore, un des derniers représentants de l'école ionienne de Thalès, venu enseigner que la Lune était une pierre dans le ciel et qu'elle empruntait sa clarté au Soleil, lequel avait la taille du Péloponnèse, il fut condamné pour impiété. Autrement dit, Anaxagore, bon, c'est pas important de savoir c'est qui, c'est un disciple, si vous voulez, de l'école de Thalès, qui est un autre type, mais c'est pas important. Il venait enseigner à Athènes que la Lune, c'était un caillou dans le ciel. Et que la Lune, elle ne shinait pas par elle-même. Autrement dit, elle ne produisait pas sa propre lumière. Puis le Soleil, il avait la taille du Péloponnèse. Alors, c'est une région, là, grosso modo, en Grèce. Qu'est-ce que ça signifie ici? C'est qu'il est beaucoup plus gros que ce que l'on croit ou ce que l'on voit plutôt. Et vous voyez, ça, c'est déjà extrêmement important.
Parce qu'avec les moyens de l'époque, c'est quand même assez exceptionnel, il vient montrer que la Lune ne brille pas par elle-même. Okay? Sa lumière provient du Soleil. Or, encore une fois, si je demande à un enfant, est-ce que la Lune, elle brille? Bien sûr que l'enfant va répondre oui. Regarde, elle fait de la lumière. OK. Et là, j'ai dit, d'où vient la lumière? Sans doute que l'enfant va dire, de la Lune. C'est comme une ampoule. Quand tu regardes une ampoule, l'ampoule, elle fait de la lumière. D'où vient la lumière? Elle vient d'ampoule. Okay? Lui, il dit non, la Lune, c'est un caillou. Et là, je demande à l'enfant, le caillou, lui, est-ce qu'il fait de la lumière? L'enfant va dire, regarde, le caillou, ça fait pas de lumière. C'est une roche. OK? Et donc, si je veux qu'il y ait de la lumière sur le caillou, qu'est-ce que je fais? L'enfant va sûrement dire, prends une lampe de poche ou éclaire-le avec les lumières du char, ou fais ce que tu veux, mais la lumière va provenir d'une source extérieure. Non pas de la roche elle-même. Okay? Anaxagore dit justement, la Lune c'est une roche, et si elle brille la nuit, ça vient du Soleil. Mais c'est complètement insane, parce que si vous êtes debout la nuit et que vous regardez la Lune, vous voyez bien qu'elle fait de la lumière, mais si vous dites la lumière de la Lune, c'est pas elle qui l'a fait, ça vient du Soleil, et que vous vous tournez, vous dites, ouais, mais il est où le Soleil? Le Soleil, il s'est couché. Il n'y en a pas de Soleil, là. Le Soleil, c'est pas une grosse lampe de poche dans le ciel. Il n'y a pas de grosse lampe de poche dans le ciel à côté de la Lune. Le Soleil, il n'est pas là. Donc, la lumière ne peut pas provenir du Soleil. C'est vraiment phénoménal. Et lui, il est venu enseigner ça en 432 avant Jésus-Christ. Il va falloir attendre plus de 2000 ans avec Copernic et Galilée pour qu'on revienne à ces théories qui étaient déjà élaborées depuis fort longtemps. Il a été condamné pour impiété. Alors, l'impiété, grosso modo, c'est, disons, une faute religieuse. C'est quand on va contre la religion établie, grosso modo. Okay? Alors, il s'ensuivit une interdiction générale de donner un enseignement des choses du ciel. Donc, il y a eu un décret qui a été passé au niveau politique pour dire on ne parle pas, on n'élabore pas des idées sur le ciel autres que celles qui sont communément admises, déjà depuis longtemps. Alors, s'ensuivit une interdiction générale de donner l'enseignement des choses du ciel, et si Anaxagore échappa au sort de Socrate, ce fut uniquement grâce à l'amitié qui le liait à Périclès. Alors, vous savez que Socrate, quel a été son sort, c'est qu'il a été condamné à boire la ciguë, parce qu'il avait été jugé lui aussi pour impiété. Okay? Et Anaxagore n'a pas eu à boire la ciguë, parce que grosso modo, il y avait un friend très important qui était Périclès, qui est l'homme d'État le plus important à cette époque à Athènes. Périclès, si je me souviens bien, ça serait à vérifier, mais il a été réélu plus de 7 fois à Athènes et il a gouverné pendant plusieurs années. Alors, comme Anaxagore, c'était l'ami de Périclès, ils ne l'ont pas tué. C'est pour vous dire à quel point c'est important quand même. Il a été jugé, il y a des gens qui voulaient sa mort parce qu'ils disaient que la Lune était une roche. Parfait. OK, vous voyez un peu la chose. Alors, c'était à Athènes avec Platon, vous avez la date, puis Aristote, que naquirent les paradigmes. Les paradigmes, ce sont les conceptions, si vous voulez, qui allaient dominer la pensée scientifique pendant près de 20 siècles, 2000 ans, et bloquer son évolution. Hallucinant. Alors, Platon et Aristote, on dit souvent que ce sont des hommes merveilleux, ils sont absolument hallucinants dans l'histoire de la pensée, et très sérieusement, ce sont des intellectuels d'un très haut niveau. Le commun des mortels n'arrive pas à la cheville, et c'est vraiment le cas, là, je vous l'assure. Platon, c'est absolument hallucinant. Okay? Et qu'est-ce qui se produit avec eux? Alors, on va s'arrêter surtout sur Aristote, parce que c'est Aristote qui est plus important ici. Eh bien, Aristote a une conception du cosmos, géocentrique bien sûr, et dit la Terre est au centre. Remarquez, Anaxagore ne disait pas que le Soleil était au centre, il dit la Terre est au centre. Okay, Aristote dit bien sûr la Terre est au centre parce que c'est évident. Mais Aristote va diviser le monde, ou l'univers, si vous préférez, en deux grandes régions. Et ça va demeurer jusqu'à Copernic et Galilée. Il y a d'une part le monde terrestre. Alors, le monde terrestre, c'est ce qu'on appelle aussi le monde sublunaire. C'est le monde sous la Lune. Or, à ce monde, il y a des qualificatifs importants. Ce monde, nous dit Aristote, il est imparfait, il est corruptible et changeant. Corruptible, c'est-à-dire qu'il est soumis à la destruction et à la mort, si vous voulez. À la mort pour les vivants et à la destruction pour les non-vivants. Donc, sur le monde, dans notre monde, sur la Terre, c'est-à-dire sous la Lune, parce que nous sommes sous la Lune. Alors imaginez, nous sommes au centre. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes au centre. Ici, la Terre est au centre. Et si vous voyez ici cette représentation, par exemple, imaginez que ça, c'est l'orbite de la Lune. Alors, sous la Lune, okay, il y a justement des qualificatifs
les choses qui habitent dans ce monde sont justement temporelles, c'est-à-dire soumises au temps et au changement. Étant soumises au temps, au changement, ils sont soumis à la destruction. Ils apparaissent dans l'existence, ils disparaissent, ils cessent d'exister. Okay? Et ça, Aristote nous dit, ce monde, justement, il est imparfait. Imparfait pourquoi? À cause, justement, de la logique du fait qu'on est des êtres qui vont mourir et qui changent. Mais il y a un autre monde. Donc, et d'autre part, il y a le monde céleste, ou ce qu'on appelle le monde supralunaire. Alors, ce monde, il est en quelque sorte antithétique à l'autre monde, c'est-à-dire qu'il est complètement contraire. Il est parfait, il est immuable. Donc, le monde supralunaire, sous la Lune, okay, c'est un monde éternel, incorruptible et inengendré. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que ce monde n'est jamais apparu à partir de rien. Il a toujours été là. C'est la définition proprement dit d'éternel. Ce qui est éternel, c'est quelque chose qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. OK, si vous voulez mieux comprendre, on peut établir une distinction entre trois concepts. Éternité, immortalité et mortalité. Excusez-moi, l'éternalité, c'est-tu ça? OK, ce qui est éternel. OK, ce qui est éternel, ça n'apparaît pas et ça ne disparaît pas. C'est toujours là. Alors, ce qui est immortel, un être immortel, c'est un être qui, à un moment, n'était pas, qui, à un moment, commence à être et qui, à partir de ce moment, continuera à être sans disparaître. Un mortel, c'est un être qui, à un moment, n'était pas, qui, à un moment, est et qui, à un moment, ne sera plus non plus. Alors, le monde supralunaire, c'est un monde où ce qui est a toujours été et sera toujours. Donc, ce n'est pas soumis au changement, ça ne se modifie pas dans le temps, ça ne change pas, et ça ne sera jamais détruit. Or, quelque chose qui n'est pas soumis à la destruction, quelque chose qui n'est pas soumis au changement, c'est dans la logique d'Aristote et de tous les hommes qui vont suivre par la suite, quelque chose de parfait. Alors, vous avez sans doute déjà peut-être anticipé quelque chose d'important. Il y a dans la tradition religieuse occidentale un seul être qui est éternel, c'est-à-dire qui est depuis toujours et qui ne disparaîtra pas, qui ne meurt pas, qui ne se détruit pas. Bien sûr, cet être, c'est Dieu. Okay? Et nous allons revenir sur ce plus tard. Alors, le monde supralunaire, c'est un monde parfait, éternel. Le monde sublunaire, c'est un monde imparfait, soumis à la mortalité. OK, alors si nous poursuivons toujours, alors ce monde sublunaire et ce monde supralunaire ont d'autres caractéristiques très importantes. Le monde terrestre était constitué de 4 éléments. Donc le monde sublunaire, il est constitué de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. C'est un truc assez typique dans l'astronomie ancienne, vous avez sans doute déjà entendu ça. Il y a 4 éléments qui sont à la base de tous les éléments. Autrement dit, tous les éléments, justement, vont être constitués à partir de l'eau, de la terre, l'air et le feu dans des combinaisons variables. Okay? Par exemple, un être humain va être constitué en partie d'air, en partie de terre, etc., etc., et d'eau. Et d'autres éléments vont être constitués plus d'air et d'autres moins de terre, etc., etc. Le monde céleste, lui, donc le monde supralunaire, la Lune, les étoiles, le Soleil, les planètes, etc., sont formés d'un unique matériau. En fait, à l'exception de la Lune. Okay? À l'exception de la Lune, parce que la Lune, si vous avez bien compris, elle est à mi-chemin entre les deux mondes. Elle a des caractéristiques du monde sublunaire, puis elle a des caractéristiques du monde supralunaire. Okay? J'y reviendrai sur ça tantôt. Donc la Lune, les planètes, le Soleil, etc., sont formés essentiellement de l'éther. L'éther, c'est la quinta essentia. En latin, la quinta essentia, ça se traduit par quintessence, et ça veut dire quinta 5, et essentia, on peut le traduire par élément, c'est le 5e élément. Et ce 5e élément qu'est l'éther, il
n'est pas présent dans notre monde. Il est présent dans les astres. OK? Et cet élément, il est cristallin, transparent, impondérable et inaltérable. Inaltérable signifie qu'il ne change pas. Mais vous voyez, c'est l'idée du lumineux. Les étoiles et le soleil sont lumineux. Ils émettent de la lumière, ils sont cristallins. On n'a pas l'impression qu'ils sont constitués des mêmes éléments que nous. C'est pas de la terre, à proprement dit. Il n'y a pas d'eau non plus dessus. Et donc, ça fait que, en quelque sorte, le cosmos est divisé en deux mondes qui sont très, très, très différents. Et il y a d'autres choses donc qu'il va falloir saisir. Vous voyez ici, on revient à notre représentation, donc le monde sublunaire, terre, eau, air, feu, et l'éther. OK, voilà, OK, le monde des cieux. Et donc, nous avons nos 4 éléments ici. Je vais représenter la Terre par des roches, parce que je n'ai pas trouvé de Terre, mais on s'en fout. OK, et nous avons un autre élément donc important, c'est que pour Aristote, OK, les éléments du monde sublunaire ont des caractéristiques particulières, dont celle-ci. À ces éléments correspondent des mouvements naturels. Autrement dit, naturellement, ces éléments vont suivre une direction dans l'espace. Rectiligne descendant pour la Terre et l'eau. Alors, rectiligne descendant, ça signifie en ligne droite, OK, vers le sol, ça descend. Et rectiligne ascendant, donc en ligne droite vers le ciel, pour l'air et le feu. Et je pense que tout le monde peut un peu intuitivement saisir. Si vous allumez un feu, vous regardez la flamme, vous voyez naturellement, elle tend vers le ciel. La flamme monte dans les airs. Tandis que si vous prenez un caillou, puis que vous l'avez dans la main et vous le laissez tomber, bien justement, on dit laisser tomber. Pourquoi? Parce que le caillou, naturellement, pouf, il s'en va vers le bas, vers le sol. Et c'est la même chose avec l'eau. Or, l'éther, lui, il ne va pas suivre ces deux mouvements-là. Il n'est ni rectiligne descendant, ni rectiligne ascendant. Pourquoi? Parce qu'il présente un mouvement qui est considéré comme le mouvement idéal par excellence, le seul digne des objets célestes. C'est un mouvement circulaire uniforme. Alors, le cercle est parfaitement symétrique. Il n'a ni début ni fin. Il se referme et se contient entièrement. Le cercle, si vous y pensez 2 secondes, dans toutes les mythologies, dans toutes les traditions religieuses, et encore aujourd'hui dans les logos et toutes sortes de signes, c'est un symbole de perfection et d'éternité. Pourquoi c'est un symbole de perfection? Parce que, vous voyez, le rayon est toujours le même. N'importe quel point est à égale distance du centre. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que dans le monde terrestre ou dans le monde sublunaire, ça n'existe pas naturellement, les cercles. Il n'y a pas dans la nature de cercle, justement, parfait. Essayez de trouver une roche qui est parfaitement ronde, vous n'en verrez pas. Okay? Il va toujours y avoir une variation dans la longueur du rayon à quelque part, c'est sûr. Si vous essayez de dessiner un cercle parfait à main levée, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas cette perfection dans le monde sublunaire. Et vous voyez donc, on est en train, en quelque sorte, il y a quelque chose comme un peu un fantasme. Hein? On prend un symbole pour la réalité. Dans le monde supralunaire, il y a un cercle parfait. Il y a la forme du cercle parfait. Et la notion aussi d'éternité. Donc, je répète, l'éternité, c'est ce qui ne naît pas et ne meurt pas. Okay? C'est ce qui est toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de début ni de commencement dans un cercle. Chaque point peut être pris comme l'origine et comme l'arrivée. Donc, c'est le signe de l'éternité. Et donc, voilà, quand vous regardez, par exemple, le ciel étoilé, si on demandait à un enfant en quel mouvement il fait le ciel étoilé, ben là, si l'enfant est extrêmement patient, ce qui est absolument impossible, mais qu'il attend le soir, le soleil se couche, il regarde les étoiles se lever à l'horizon, et les étoiles commencent à effectuer un mouvement circulaire dans le ciel. Et là, si on suit la grande ours, par exemple, on va voir tranquillement qu'elle se déplace, et elle va aller se coucher à l'autre point cardinal, à l'horizon, et on a l'impression qu'il y a justement une voûte étoilée, et que cette voûte tourne en suivant un mouvement circulaire. Une autre chose qui est absolument importante, je vous ai dit, la Lune, elle est à mi-chemin entre les deux, parce que les anciens voient bien que la Lune, elle est
tachée. Il y a quelque chose d'assez particulier avec la Lune. C'est pas comme le Soleil. Quand on regarde à l'œil nu, même s'il ne faut pas regarder longtemps le Soleil, hein, le Soleil n'a pas de tache dessus. Les étoiles non plus. La Lune, elle est tachée. Et vous voyez encore ici une connotation symbolique. Ce qui est taché est moins parfait que ce qui n'est pas taché. Hein. Ce qui est sale, ce qui est irrégulier, ce qui présente du dysformisme, des variations, c'est moins parfait. Donc la Lune, c'est vraiment à mi-chemin entre les deux mondes. Mais elle a quand même des propriétés du monde supralunaire. Parce que si on la regarde à l'œil nu, et même sur cette image ici, vous voyez qu'elle est quand même grosse, parce qu'à l'œil nu, c'est rare qu'on la voit aussi grosse. Pas loin, mais ça arrive. Mais on voit qu'il y a une forme pratiquement parfaitement circulaire, hein, que c'est une sphère. Wow! Il n'y en a pas sur la Terre. Là, vous allez me dire, il peut y en avoir peut-être des sphères. Oui, si l'homme la construit. Mais en d'autres cas, non. OK, maintenant on va commencer à regarder ce qui va se produire, ce qui va être bouleversant. Avant donc de montrer la problématique avec Copernic et Galilée, il y a ici un élément extrêmement important qui va expliquer pourquoi Copernic va passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Et vous allez voir, c'est assez fascinant parce que vraiment, il va utiliser un outil qui est déjà utilisé depuis longtemps, mais il va l'utiliser d'une certaine manière pour être en mesure d'arriver à opérer ce changement. Et cet outil, disons, c'est tout simplement la mathématique. Parce qu'il faut tout de suite être conscient d'une chose. Copernic n'a jamais observé avec ses yeux que le Soleil est au centre du système solaire ou à l'époque au centre du cosmos. Okay? Pourquoi? Parce que Copernic, il voit exactement la même chose que vous et moi. Il voit le Soleil se lever, arriver à son zénith à midi et se coucher le soir. Il voit la Lune se lever quand le Soleil se couche, et à l'autre extrême des points cardinaux, il les voit monter dans le ciel, il voit ça descendre. Il voit la même chose que nous. Il n'y a pas des super yeux bioniques, il ne voit pas à la place de Dieu. Imaginons que Dieu existe, alors il ne voit pas ça. Okay? Non, c'est pour des raisons mathématiques, essentiellement, qu'il va émettre l'idée que le cosmos est en réalité héliocentrique et non pas géocentrique. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Regardez bien ce qui se produit à partir de là. Alors je vais vous demander vraiment de vous concentrer et de faire un effort. Alors, je vais vraiment essayer de l'illustrer le plus facilement possible, ok, mais essayez de bien suivre, puis de bien imaginer ce qui se produit. OK. Alors imaginez que vous et moi, nous sommes comme les anciens et nous croyons actuellement que nous sommes au centre du cosmos. Nous sommes sur la planète Terre, nous sommes au centre, et les astres, la Lune, les planètes, le Soleil, tout ça, ça tourne autour de nous, suivant un mouvement circulaire parfait, et ces astres sont constitués d'éther, à l'exception peut-être de la Lune. OK. Qu'est-ce qui se produit à partir de là? Quand vous voulez décrire le mouvement des planètes dans ce cosmos géocentrique, vous ne pourrez pas illustrer le mouvement des planètes de la même manière qu'on le fait dans un système héliocentrique. Parce que vous allez observer des choses et vous allez émettre des jugements qui vont varier tout simplement parce que vous croyez que vous êtes au centre, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas au centre, vous tournez vous aussi autour du Soleil. Parce que c'est ça qui est important. La Terre est au centre, elle est immobile, elle est fixe, elle ne bouge pas, elle ne tourne pas. Alors vous croyez que vous ne tournez pas. Alors quand vous regardez les autres étoiles, vous avez le mauvais centre de perspective pour tracer les bons schémas de ce que constitue le cosmos. OK. Alors, regardez bien ce qui se produit. Imaginez que le Soleil tourne et les autres planètes tournent. Vous voyez ici sur l'illustration, vous voyez ici ce drôle de petit mouvement, par exemple, de la planète Mars. Vous voyez, elle tourne. Et vous voyez ici les pointillés. Elle fait des espèces de petits nœuds, je ne sais pas comment appeler ça, OK? Et ça continue. Pourquoi est-ce que ça fait cela? OK? C'est ce qu'on appelle un épicycle. OK, voilà. La Terre est au centre et les planètes, en tournant autour de la Terre, tournent en quelque sorte sur elles-mêmes et font ces espèces de boucles-là. Mais pourquoi est-ce que ça donne cette illustration? Alors là, je vous demande vraiment de faire un effort. Imaginez que cela, c'est notre système solaire. OK? Parce que ça ressemble un peu à cela, à une piste d'athlétisme. Alors en réalité, c'est le Soleil qui est au centre, mais vous croyez que c'est la Terre. OK.
En réalité, imaginez qu'on est dans un système héliocentrique, OK? La Terre, vous êtes en train de tourner autour du Soleil. Et Mars, vous savez que Mars est plus éloignée, donc elle serait plus loin, par exemple ici. Et elle tourne, elle aussi, autour du Soleil. Mais le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil, vous savez que c'est 365 jours et des poussières, OK? Ben Mars, comme elle est plus éloignée du Soleil, elle va mettre plus de temps à faire le tour. Alors, qu'est-ce qui se produit? À un certain moment donné, la Terre, imaginons qu'elle est ici et qu'elle tourne, okay, va en quelque sorte rattraper Mars qui, elle, tourne moins vite. Donc, Mars est ici et la Terre va la rattraper. Alors, j'ai illustré ça par un truc un peu niaiseux. Imaginez que vous remplacez les planètes par des coureurs sur la piste d'athlétisme. Alors, bien sûr, okay, le coureur qui est dans l'allée plus près du centre, à un certain moment donné, il peut justement rattraper, si vous voulez, l'autre qui est plus éloigné. Okay? S'il court plus vite en réalité, okay, parce que justement, il est moins loin du centre et donc il a moins de distance à franchir pour faire un tour complet. C'est pour cette raison que les coureurs ne partent pas justement un à côté de l'autre. C'est le cas quand ils font un 100 mètres, par exemple, parce que 100 mètres, c'est ici, c'est en ligne droite. Mais s'ils font, par exemple, un 400 mètres, ils vont partir à des endroits différents parce que, bien sûr, on sait qu'ils ne sont pas à la même distance du centre. Et donc, sinon, ça ne serait pas juste. Parce que si toutes les lignes blanches étaient une à côté de l'autre et qu'il doit faire un tour complet, ben, celui qui est ici, c'est vraiment chien pour lui parce qu'il a plus de distance à courir, donc il va devoir courir plus vite pour gagner. Et ça, c'est pas juste. Donc, vous comprenez la logique. OK, donc imaginons que la Terre, justement, est en train de dépasser Mars. Ça, c'est Mars. Si on se place du point de vue du coureur qui est ici, il peut avoir l'impression à un certain moment donné, en quelque sorte, ça dépend de la perspective qu'on prend, s'il sait qu'il se déplace, il sait qu'il est en train, lui, de dépasser Mars, qui continue à avancer. Mais imaginez que le coureur, en se déplaçant, ne sache pas qu'il se déplace. Exactement comme dans le modèle géocentrique. En réalité, la Terre se déplace, mais les gens qui sont dessus ne savent pas qu'il se déplace. Alors, qu'est-ce que ça donne comme impression? Ça donne l'impression à un certain point, parce que je suis en train de me déplacer, mais je ne le sais pas, que la personne ou la planète qui est ici, au lieu d'avancer, on a l'impression qu'elle recule. Pendant que celui-ci est en train de dépasser la personne, il y a un moment critique où il va avoir l'impression que cette planète n'est plus en train d'avancer, mais qu'elle est en train de reculer. Et plus je vais dépasser la personne, je ne sais pas si je peux le faire ici, alors je suis en train de courir, yeah! Et là, j'ai l'impression que la planète Mars recule. Et j'ai encore l'impression qu'elle recule. Et j'ai encore l'impression qu'elle recule jusqu'à un certain point où en continuant à regarder, je vais perdre cette impression et je vais avoir l'impression que moi et l'autre planète, que l'autre planète est en train, et excusez-moi, je suis en train de me tromper complètement, Danny, OK, et que l'autre planète est en train effectivement d'avancer et qu'elle cesse de reculer. Parce que je crois que je suis fixe. Alors qu'en réalité, je suis encore en train de me déplacer. Alors, c'est pour cette raison, essentiellement, que les anciens astronomes vont représenter le mouvement des planètes autour de la Terre avec des épicycles. Parce qu'à un certain point, justement, on a l'impression que la personne revient vers l'arrière et qu'elle est en train de repartir. Et qu'elle revient vers l'arrière et qu'elle est en train de repartir. Voilà. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que ça peut donner des schémas qui sont assez compliqués. Ça, c'est dans le système héliocentrique. C'est ce que vous avez appris à la petite école. Ça tourne de manière uniforme autour du Soleil. Mais ça va donner des drôles d'affaires. Et vous avez ici une illustration qui est quand même pas si complexe, mais quand même plus complexe que ce que vous avez vu au secondaire, par exemple. Vous avez donc une illustration du mouvement des planètes autour de la Terre qui est au centre avec les épicycles. Maintenant, quel est le problème avec ça? Imaginez que je pose à un étudiant une question d'examen, et que je lui dis en fait, bon, toi, tu vas me calculer la trajectoire et la distance parcourue par la planète X
pour une année complète autour de la Terre. Et donc, la personne va être obligée d'effectuer des calculs mathématiques prenant en considération justement ces épicycles. Et je pense que vous pouvez tout de suite imaginer que ça doit être assez difficile à calculer. Okay? Ça ne doit pas être très simple et ça doit être des calculs complexes pour réussir à avoir exactement la bonne distance qui est parcourue par la planète, qui correspond à la longueur des différents épicycles exactement. Alors, je dis à l'étudiant, tu vas me calculer ça. Et à l'autre étudiant, je lui dis tout simplement, toi, tu vas prendre le schéma de l'héliocentrisme et tu vas calculer la distance que franchit Mars en une année autour du Soleil. Et moi, je pense que l'étudiant qui va avoir à travailler sur le géocentrisme va dire « Monsieur, votre examen n'est pas juste parce que c'est beaucoup plus compliqué au niveau mathématique de faire cela que de faire cela. Je crie à l'injustice, je veux aller voir le directeur de l'école, j'appelle le journaliste du Nouvelliste et t'es fait, mon professeur, tu ne pourras plus jamais enseigner. » Et tout le monde comprend pourquoi ça ne serait pas juste, bien sûr. Alors, qu'est-ce que va faire Copernic? Copernic va simplement, alors encore une fois, pour des raisons mathématiques et non pas parce qu'il a observé quoi que ce soit, pour des raisons mathématiques, il va, avec son imagination, déplacer la Terre et le Soleil de leur centre traditionnel et dire, si je place le Soleil au centre, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ma cartographie du mouvement des astres? Eh bien, je tombe avec quelque chose qui est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus circulaire et qui permet, dans le fond, d'avoir une logique mathématique beaucoup plus simple, harmonieuse. Ah! Et ça, c'est fascinant parce que c'est simplement l'idée que quelque chose de plus simple, de plus clair, de plus harmonieux au niveau mathématique pourrait potentiellement correspondre à ce qui constitue véritablement la réalité, sans que je puisse l'observer d'aucune manière, parce que moi aussi, Copernic, je suis sur la Terre, moi aussi, je ne sens pas que la Terre bouge, moi aussi, je vois le Soleil se lever, mais pour que ce soit plus efficace au niveau mathématique, il serait peut-être bien de changer de modèle. Alors, imaginez à quel point c'est fou, cette idée, parce que tous les êtres humains, je dis tout, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à tout le monde, mais en disant que tous les êtres humains sur la planète à cette époque, et alors là, on parle de plusieurs personnes, croient, dur comme fer, qu'effectivement, la Terre est au centre, parce qu'il n'y a rien de plus évident intuitivement. Et là, il y a Tikkun qui débarque de sa tour, qui fait des mathématiques dans son bureau, sur une feuille blanche, et qui dit « Non, je pense que c'est pas vrai. Ça doit être le Soleil qui est au centre. Pourquoi? Parce que j'ai fait des calculs, puis regardez, les calculs sont plus simples, etc. » C'est quand même assez hallucinant. OK? Et là, il faudrait demander à l'humanité de revoir complètement sa conception du monde, parce que j'ai fait des calculs sur une feuille blanche. Et c'est plus beau, c'est plus harmonieux, ça semble plus exact. C'est absolument hallucinant. Alors, il va y avoir aussi une autre chose qui va advenir tout de suite après, c'est Galilée. Galilée va reprendre cette idée de Copernic, il va la trouver absolument intéressante, mais Galilée va aller plus loin que Copernic pour convaincre les hommes qu'on n'est pas dans un modèle géocentrique, mais dans un modèle héliocentrique. C'est que Galilée va faire des expériences qui vont mettre à mal la théorie des éléments de la nature d'Aristote. C'est-à-dire ce qu'on a vu tantôt, 4 éléments fondamentaux qui constituent le monde sublunaire, qui suivent des directions précises, okay? Et un élément qui constitue le monde supralunaire, qui est l'éther, et qui, lui, tourne. Okay? Galilée va mettre ces idées-là à mal avec ses expériences, et c'est ce qu'on regarde immédiatement.